1, 2, 1, 2. Ah bah attends, non, non, mais je blague. D'accord. Non, vas-y, donc je te laisse il va faire une petite introduction, puis après. De quoi? Oui, oui. Ouais. Allez, on va commencer cette nouvelle session sur l'explicabilité, la deuxième session d'ailleurs sur l'explicabilité. On a 4 papiers pour cette session, dont 3 longs. Le premier papier porte donc sur les raisons majoritaires des explications abductives pour les forêts aléatoires, présenté par Steve Bellard. Donc, Steve, c'est à toi. Tu as 15 minutes de présentation, suivi de 5 minutes de questions. Merci. Bon, alors, comme on vient de le dire, je me suis Steve Bellard. Nous n'avons pas de son. Excusez-moi. Ah, il n'y a pas le son sur Teams, je crois, c'est ça? C'est bon, on m'entend aussi à distance maintenant? Oui, merci. Ok. Donc, bon, je reprends. Donc moi, c'est Steve Bellard et je viens vous faire une courte présentation sur le papier intitulé Les raisons majoritaires des explications abductives pour les forêts aléatoires, qui a été écrit au sein de notre équipe au CRIL, un laboratoire dans les Hauts-de-France. Donc pourquoi on a voulu faire cette étude? En fait, c'est parce que les forêts aléatoires est encore un modèle de machine learning qui a encore de beaux jours devant lui, a priori, notamment parce qu'il possède une bonne précision et qu'il est beaucoup moins coûteux à mettre en place que des réseaux de neurones pour un nombre de données sur des cas où on n'a pas autant de données que pour faire un réseau de neurones. Et de plus, ce qui nous a donné l'intuition d'essayer de trouver des façons d'expliquer ce modèle de machine learning un peu particulier, c'est parce qu'il est directement inspiré du modèle de l'arbre de décision qui est encore aujourd'hui considéré comme le modèle de machine learning interprétable par excellence. De plus, je tiens à souligner que dans cette présentation, on va beaucoup utiliser ce petit exemple joué d'une forêt composée de 3 arbres, T1, TE2 et T3, qui sont des arbres de décision. Et on va aussi considérer l'instance X, où toutes les conditions sont validées, donc tout est à vrai. Donc on va aller systématiquement à droite quand on croise un nœud, dans un arbre de décision, pour que ça soit plus simple à comprendre. Et donc, on pouvait noter que f de x, dans ce cas-là, est égal à 1. La prédiction de f, la forêt de x, est bien de la classe 1, puisque si on va toujours à droite, vous arrivez systématiquement sur une feuille labellisée 1. Donc, quelques travaux connexes pour dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avant dans l'explicabilité au niveau des forêts aléatoires. Bon, tout d'abord, il y a tous les travaux qui ont eu lieu sur les arbres de décision, dont encore des très récents. On peut notamment citer ceux de Iza et al. Et le papier que va vous présenter mon collègue ici, M. Bounial-Ménez, juste après moi, sur les arbres de décision. Mais plus particulièrement sur les forêts aléatoires, en fait, il y a eu très récemment quelque chose qui a bougé. Tout d'abord, une division générique, celle des raisons suffisantes, ou sufficient reason, ou encore prime implicant reason en anglais, qui a été initialement formulée de façon générique pour plusieurs modèles de machine learning par Darwish et Earth en 2020, et dont une façon de les calculer a été proposée en 2021 par une équipe de l'IRIT, qui est basée sur l'utilisation d'un Solvermus, un outil de la communauté SAT. Et ensuite, il est assez compliqué de parler d'explicabilité de nos jours en machine learning sans mentionner les approches type modèle agnostique, dont sans doute le plus connu doit être Lime de nos jours, mais on peut en citer d'autres, Chap plus récemment, par exemple. Donc, dans notre étude, on s'est focalisé donc sur plusieurs notions d'explication. Les raisons suffisantes qui ont déjà été mentionnées, qui existaient déjà dans l'état de l'art et qui vont nous servir de point de comparaison. Les raisons que j'ai mis entre guillemets les raisons au sens de Lime, où on va utiliser Lime pour essayer de produire aussi une explication. Et enfin, les 2 nouvelles notions que l'on a introduites dans le papier, les raisons directes, qui sont juste une façon détournée d'utiliser le chemin de l'arbre de décision. Vous allez avoir la définition juste après.
et les raisons majoritaires qui ont donné le titre du papier, qui sont la nouvelle façon d'expliquer une forêt aléatoire qu'on a voulu mettre en avant. Ah oui, et aussi pour chacun de ces problèmes, nous avons essayé de nous attarder sur le problème de génération, donc essayer de trouver une explication de chacun de ces types, et aussi le problème de minimisation, essayer de produire une explication de ces types de taille minimale, en partant du postulat que pour qu'une explication soit interprétable, on essaye d'avoir l'explication la plus courte possible. Bon, c'est une notion qu'on a déjà croisée dans quelques papiers à EGC, donc je vais aller assez vite là-dessus. Ce sont les explications abductives, qui sont en fait des explications, la famille d'explications dans laquelle s'intègrent toutes les explications, tous les types de raisons que j'ai mentionnés sur la slide précédente, et qui sont en fait des explications qui vont viser à justifier pourquoi un classifieur a dit que mon objet appartenait à la classe 1, contrairement à des explications contrastives où là on va plutôt dire qu'est-ce qu'il aurait fallu changer pour que ce soit la classe 2, pourquoi ce n'est pas la classe 2. Plus formellement, dans le cadre d'une forêt aléatoire, en fait, une explication abductive, ça sera juste un impliquant donc qui est couvert par l'instance, donc un sous-ensemble des données de l'instance qui, à lui seul, si on donne à manger au classifieur, donc en l'occurrence ici une forêt aléatoire, mais dans la définition générique, que ce sous-ensemble de données, on a la garantie que le classifieur continuera de voter pour la classe initialement prédite, avec seulement ce sous-ensemble de données, peu importe la valeur des autres données. Un exemple simple, donc, c'est la raison directe, pour essayer de comprendre un peu le mécanisme. On va juste prendre l'union de tous les chemins, de tous les arbres de décision qui votent pour la bonne classe. Ici, je rappelle que, considérant l'instance X où tout est positif, la bonne classe est donc la classe 1, ce qui va donner la représentation suivante. Donc on va prendre l'union de tout ce qu'on croise. Ici, on voit que rien qu'à cause de l'arbre 1, au final, on garde l'intégralité de l'instance. Ce qui veut dire que là, dans ce cas de l'exemple joué, on explique l'instance par l'intégralité des données de cette dernière, ce qui n'est pas une très bonne explication. Mais c'est vraiment une première explication naïve d'essayer de faire ce type de combinaison. Ensuite, les raisons majoritaires, donc, qui interviennent en deuxième. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est essayer de garder seulement les données qui vont nous permettre d'impliquer au moins une majorité d'arbres. Là, en l'occurrence, vu qu'on a 3 arbres de décision, on va essayer de garder des données pour en impliquer au moins 2, systématiquement. Donc, un exemple, ça va être de taille minimale x1, x3 et x4. Vous pouvez voir en fait que si on ne connaît pas la valeur x2, c'est-à-dire qu'il faut parcourir dans les 2 sous-arbres à chaque fois qu'on croise x2, on voit que pour T1 et T2, on arrive quand même systématiquement sur une feuille 1. Il n'y a que pour T3 où on peut rencontrer un problème et croiser une feuille labellisée 0. Pardon, avec le masque, c'est pas évident. Désolé. Où j'en étais? Oui. Alors du coup, si on croise X2, on doit regarder le fils gauche et le fils droit à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas pour T3, donc T3 n'est pas impliqué, mais ce n'est pas grave, puisqu'on est dans le cas d'une forêt aléatoire, et le classement que produit la forêt aléatoire correspond au vote majoritaire. Donc, vu qu'on a 2 arbres sur 3 qui votent pour la classe 1, la forêt aléatoire votera toujours pour la classe 1. Enfin, les raisons suffisantes, qui sont théoriquement le résultat le plus fort, dans quel cas, sont formellement un impliquant premier de la forêt. Donc, en d'autres termes, c'est un sous-ensemble de données de l'instance où on a la garantie que si on enlève une des données de ce sous-ensemble de données, la propriété comme quoi on impliquait les résultats n'est plus bonne. Un exemple de raison suffisante minimale de x est x1 et x4. Donc vous pouvez voir en fait ici que là on aurait quasiment supprimé la moitié des données de l'instance. Et en fait, pourquoi c'est bien un impliquant? Donc vous pouvez voir tout d'abord que T2 est toujours bien impliqué. Il n'y a pas de souci sur T2. Et en fait, pour T1 et T3, si on regarde plus particulièrement la donnée x3, on peut s'en passer, puisque pour que T1 soit invalidé, il faut nécessairement que x3 soit faux. Et pour que T3 soit invalidé, il faut nécessairement que x3 soit vrai. On ne peut pas donc avoir les 2 arbres de faux simultanément, ce qui fait que vu que T2 est impliqué, on a au moins l'un des 2 arbres qui est vrai dans tous les cas. Donc, au final, une explication de x pour cette forêt aléatoire serait uniquement x1, x4. Donc le dernier point un peu plus théorique, c'est donc la raison au sens de Lime, où je vais aller très bref, parce que c'est plus pour avoir un titre de comparaison avec les approches type modèle agnostique. Ce sont en fait, donc Lime va chercher à produire une fonction linéaire qui va approximer localement, donc on prend un classifieur et on prend une instance. On essaie de trouver une fonction linéaire qui va avoir à peu près le même comportement, comme vous pouvez le voir sur le graphique du haut.
Et on va essayer de produire une explication sur cette fonction linéaire au lieu du classifieur d'origine. Donc pour ce faire, pour qu'on produise une explication, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les poids de Lime, on les a triés par ordre décroissant d'importance. On a sommé tous les poids qui étaient en défaveur de la classe qui a été prédite initialement. Et ensuite, on a sommé les poids en faveur de la classe prédite jusqu'à ce qu'on dépasse ce terme de ce somme de poids négatifs. Et l'explication est donc les règles associées au poids à l'activation des poids positifs qu'on a dû sommer pour arriver à dépasser la somme des poids négatifs. Donc, une première chose qui peut vous donner l'intuition de pourquoi les raisons majoritaires sont intéressantes par rapport aux raisons suffisantes, bien qu'on a vu ensemble que les raisons suffisantes minimales, de taille minimale, sont en théorie meilleures que les raisons majoritaires minimales, eh bien en fait c'est grâce à la complexité. En effet, comme vous pouvez le voir sur la slide présente, les raisons directes sont évidemment polynomiales, c'est juste un parcours de la forêt, mais en fait on a un algorithme glouton pour calculer les raisons majoritaires qui est lui aussi polynomial. Là où pour calculer une raison suffisante, donc l'utilisation d'un solver mus, c'est un problème d'épée complet, donc une complexité qui est déjà assez élevée. De plus, même si on s'attarde sur le cas des calculs des minimales, on voit que les raisons majoritaires, on a montré dans le papier notamment, que c'est une complexité NP complet, puisqu'on utilise un solver partial maxset pour ne pas venir calculer ces explications. Là où les raisons suffisantes, pour les calculer, il faut trouver un mus de taille minimale, ce qui coûte excessivement cher, puisqu'on a une complexité ici, sigma de P complet. Donc, en fait, on va voir ensuite dans la partie expérimentale que, en pratique, les raisons suffisantes sont très difficilement calculables en un temps raisonnable. Et enfin, la raison au sens de Lime, comme j'ai dit, c'est plus pour avoir une comparaison avec les approches modèles agnostiques, vu que c'est vraiment ce qui est massivement utilisé par les industries de nos jours. La complexité est liée au calcul de la fonction linéaire, donc c'est quelque chose qui est un peu compliqué à estimer et qu'on n'a pas voulu chercher à exprimer plus que ça. Et par contre, on a bien le calcul en temps le calcul à base sur les poids qui est lui polynomial, puisque c'est juste une petite gestion sur les poids. Donc, afin de vouloir tester ces différentes notions sur différentes forêts aléatoires, on a mis en place un petit protocole expérimental. Donc celui-ci, on s'est basé sur 15 datasets qu'on peut trouver dans la littérature scientifique. Et notamment, ils sont téléchargeables sur Kaggle, OpenML ou UC Irvine. La seule chose à noter sur ces datasets, c'est que nos méthodes fonctionnent pour des datasets ayant un classement binaire. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait que 2 labels en sortie. Soit c'est des chiens, soit c'est des chats. Soit c'est 0, soit c'est 1. On ne peut pas avoir du multiclasse en sortie. Par contre, je tiens à préciser que même si, en fait, on peut considérer n'importe quel type d'entrée n'importe quel type de données en entrée, dans la mesure où, pour se ramener au cas SAT, il n'y a pas d'importance sur le fait que ce soit à l'origine des données catégorielles, des données entières, flottantes, etc. La seule limitation est sur le label. Enfin, pour avoir une meilleure répétabilité des résultats, on a mis en place une 10 cross-validation, 10-fold cross-validation, afin d'apprendre 10 forêts sur chacun des datasets en faisant une rotation des données. Et pour chacune des rotations, on a étudié 25 instances, soit un total de 250 instances par dataset. Donc, le premier dataset sur lequel j'aimerais m'attarder, je vais en présenter 2 pendant la présentation, c'est Placement, qui est un dataset de taille assez raisonnable, puisqu'on parle d'environ 250 instances pour une quinzaine d'attributs. Et en fait, vous pouvez voir plusieurs choses. Je vais d'abord parler sur le graphique de gauche. C'est que, de façon assez prévisible, les directs sont celles qui se calculent le mieux, l'abscisse étant le temps, et leur donner la longueur de l'explication en termes binaires. Et chaque point est une instance. Donc chaque nuage de points est composé de 250 points, puisqu'on étudie 250 instances, donc on calcule pour chacune les différentes explications. Donc la raison directe est la plus courte à calculer, mais celle qui est la moins concise. Ensuite, il y a la raison majoritaire qui, surprenamment, est plus courte que la suffisante en termes de temps de calcul, ça ce n'est pas si surprenant, mais qui est aussi plus courte en termes de concision. Ensuite, il y a la suffisante, qui est un peu plus longue à calculer et qui est moins bonne, étonnamment. Et la minimale majoritaire, qui est le meilleur compromis, comme vous pouvez voir sur le boxplot, qui est du moins celle qui prend le plus de temps à calculer, hormis Lime qui traîne un peu à cause justement du fait qu'il faut calculer la fonction linéaire à chaque fois. Et par contre, qui est le meilleur en termes de concision. Pour revenir sur le majoritaire contre suffisante, en fait, cela vient du fait que dans le laps de temps qui est en abscisse,
on n'a pas calculé une seule majoritaire, mais vu que l'algo est polynomial, on en calcule une cinquantaine dans ce laps de temps en abscisse, et on prend la plus courte. Et en fait, rien que par cette simple opération, on voit que cet algo polynomial, en l'itérant 50 fois, on arrive, en cette règle générale, à avoir une explication plus courte que ce que donnerait le solver mus en une seule fois. Ensuite, je vais passer sur JZ, donc un dataset de taille beaucoup plus conséquente, puisque là, on est sur 5000 attributs pour 7000 instances. Et le commentaire reste le même pour direct, suffisante et majoritaire, donc je ne vais pas épiloguer plus que ça. Il y a juste que là, vous voyez que Lime explose en temps et en taille de l'explication. Cela est dû au fait que, vu que Lime considère la random forest comme une boîte noire, il raisonne sur les 5000 attributs directement, donc il a du mal à essayer de supprimer des attributs inutiles. Là où sur placement, vu qu'on partait seulement avec une quinzaine d'attributs, il arrivait mieux à compresser les données que les solutions importées spécifiques aux forêts aléatoires. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la slide d'avant, il n'y avait pas les minimales suffisantes. C'est normal, c'est parce qu'en fait, les minimales suffisantes, même sur le cas simple de placement, n'étaient pas facilement calculables. Et là, il y a aussi les minimales majoritaries qui ont disparu, mais en fait, pas totalement sur JZ. Pourquoi ? En fait, les minimales majoritaries de la communauté SAT, désormais, possèdent des solvers partiels maxSAT qui sont assez rapides et qui, en plus, permettent d'être anytime dans le sens où on peut les stopper au bout d'un temps fixe. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui correspond aux 10 secondes, 60 secondes et 600 secondes que vous voyez sur le boxplot. Et on peut voir que, en fait, au bout de 10 secondes, même si on n'a pas forcément le résultat optimal, on n'a pas une vraie raison majoritaire minimale, en stoppant le solver, on est déjà à quelque chose qui est mieux que la raison suffisante, donc la notion état de l'art en termes d'explication formelle des forêts aléatoires, mais aussi meilleur que l'algo polynomial, même si l'algo polynomial reste beaucoup plus court, parce que si vous voyez un peu plus en détail l'axe des abscisses qui est en logarithmique, eh bien, on est... je vais y arriver. L'axe des abscisses dans le logarithmique, on est de l'échelle de la seconde contre 10 secondes et 60 secondes. Donc je vais faire une courte conclusion. Donc suite à cette étude, en fait, on voit que les raisons suffisantes, bien qu'elles soient intéressantes en théorie, elles sont assez difficiles à calculer dans la pratique, ce qui peut rendre leur utilisation dans l'industrie, par exemple, très compliquée. Là où les raisons majoritaires, qui sont moins bonnes sur le plan théorique, puisqu'on a la preuve que la minimale majoritaire ne peut pas être meilleure que la minimale suffisante, ont quand même l'intérêt de pouvoir être calculables en pratique. Et on pense que l'un des meilleurs compromis, donc, est, même si on n'a pas forcément l'optimal en fonction de la taille du dataset, d'essayer de calculer avec un solver partiel maxSAT une approximation de l'explication majoritaire minimale. Merci de votre attention. Et voici les différentes références plus détaillées que j'ai utilisées lors de cette présentation. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Oui. Merci pour votre présentation. Oui. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question. Les raisons majoritaires, il pourrait y en avoir plus d'une, j'imagine. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de commenter, mais si on remonte un peu dans mes slides... là, j'ai oublié. Et donc, voilà. Et dans ce cas... Voilà, je les ai mis au pluriel parce qu'en effet, comme vous l'avez vu, on peut en avoir plusieurs, effectivement. Et dans ce cas-là, laquelle choisissez-vous ? C'est-à-dire, vous retournez la première trouvée ou vous les énumérez toutes ? Pour les raisons majoritaires ? Oui. En fait, pour les raisons majoritaires, l'algorithme polynomial consiste à... On prend l'ensemble des données et en fait, on va essayer de les éliminer une par une. Et en fait, en fonction de l'ordre dans lequel on va essayer de les éliminer, quand on aura parcouru une fois, on a la garantie, via l'algo glouton, d'avoir bien une raison majoritaire. Mais en fonction de l'ordre dans lequel on cherche à les éliminer, on ne va pas produire la même explication. Donc, ce qui fait que quand on utilise l'algo polynomial, c'est compliqué de prédire, on ne peut pas prédire à l'avance la longueur de l'explication en sortie de l'algorithme polynomial. Et donc, pour calculer à coup sûr la minimale, en fait, on utilise là le solver partiel maxSAT, où on formule sous forme de CNF la forêt, et en donnant à manger ça au solver, là, on va réussir à obtenir la minimale à coup sûr. Enfin, une des minimales, parce que pareil, les minimales, il y en a plusieurs, et en fonction de comment le solver va gérer le problème, il ne va pas forcément produire la même. D'accord, je vous remercie. Il y a des questions Une question à propos de... ici.
Une question à propos en fait des heuristiques des algorithmes d'apprentissage d'arbres. En fonction peut-être des heuristiques, il va y avoir des structures de graphes ou d'arbres qui vont être un petit peu différents. Et du coup, est-ce qu'il y a certaines heuristiques de la méthode d'apprentissage qui vont faire que vous allez avoir de meilleures explications avec votre méthode ou voilà. Je suis curieux de la réponse. On n'a pas, pour ce qui est de générer les différentes forêts aléatoires qu'on a étudiées, on a utilisé les hyperparamètres classiques de scikit-learn, puisque c'est le truc le plus utilisé, enfin du moins on pense de nos jours pour faire des forêts aléatoires. Donc on n'a pas vraiment étudié l'importance de, par exemple, qu'est-ce qui change si on fait une forêt aléatoire avec l'indice de Gini ou avec d'autres approches heuristiques pour générer les arbres de décision de la forêt. Je pense que par défaut, scikit est basé sur l'indice de Gini. Et alors c'était plus par rapport à une erreur lors du papier, mais on avait varié la profondeur maximale, on avait borné l'explication, enfin la profondeur maximale des arbres à seulement 7. Ah. Ok. Et quand on avait fait ça, évidemment, on avait des explications plus courtes, puisque la forêt était moins complexe, mais l'accuracy, forcément, on pouvait en pâtir du fait qu'ils avaient un moins bon pouvoir d'apprentissage que si on avait laissé la profondeur sans borne. Ce à quoi je pensais très rapidement, c'est qu'il y a aussi, d'un point de vue structurel, des algorithmes qui vont plus facilement faire des peignes que d'autres algorithmes qui vont faire des arbres équilibrés. Et que ça, je voyais bien que ça pouvait éventuellement avoir des impacts sur la suite. Oui, c'est un des impacts, mais on ne l'a pas étudié plus que ça, pour être honnête. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais juste une question, parce que j'ai vu que du coup, tu utilisais Lime pour tes tests. Pourquoi ne pas avoir plutôt privilégié Chap, et notamment la version... parce que Chap propose le kernel Chap qui est agnostique, mais aussi la version TreeChap qui permet d'avoir vraiment une adaptation sur les arbres de décision. Et dans la littérature et les papiers que j'ai pu lire, il y avait quand même une différence de précision et de temps de calcul de Lime par rapport à Chap. Donc du coup, est-ce que c'est un choix parce que au moment où tu as fait tes expérimentations, tu ne connaissais pas Chap, ou est-ce qu'il y a vraiment un sens à cette décision de privilégier Lime par rapport à Chap? Très honnêtement, c'est malheureusement la première hypothèse. J'avais pas trop connaissance de Chap avant de lancer dans ces expérimentations-là. Cela étant dit, après que le papier a été soumis, on a commencé justement à creuser Chap. Et en fait, on utilise notamment maintenant les poids que peut fournir Chap afin d'aider le solver. C'est dans les prochains projets. Où justement, en fait, en utilisant d'abord Chap, ça peut aider le solver à trouver plus rapidement et à converger plus rapidement vers l'optimal, puisqu'on lui donne déjà une indication des features qui sont potentiellement très intéressantes. Merci beaucoup. On va passer. Malheureusement, on n'a pas. Le temps pour les questions est malheureusement limité. On va passer à la prochaine présentation. Donc assurée par Luenas Bunia sur le pouvoir explicatif des arbres de décision. On est toujours dans le même domaine. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Luenas Bunia, je suis doctorant au CRIL. Je viens aujourd'hui pour vous présenter un article qu'on a écrit avec mes encadrants et mon collègue Steve Billard sur le pouvoir explicatif des arbres de décision. Donc, je commence l'exposé par le pourquoi de l'IA explicable. Bon, je ne vais pas tarder là-dessus parce que je pense que d'autres candidats ont déjà beaucoup parlé de l'importance de l'explicabilité. J'aimerais juste parler de 2 points que je trouve intéressants. C'est la nouvelle loi numérique en France qui exige que si une entreprise prend la décision d'utiliser un algorithme de machine learning, il faut forcément fournir une explication. À titre d'exemple, si on refuse un prêt... Si on refuse un prêt à un client, donc il faut forcément fournir une explication si on utilise un algorithme de machine learning. Et deuxième point, c'est réduire les biais éthiques et moraux. Le meilleur exemple, c'est le truc de Compass aux États-Unis. À une certaine époque, ils utilisaient l'algorithme Compass pour aider les juges à prendre une décision si l'individu est coupable ou pas. Malheureusement, les juges ont l'habitude d'utiliser ça. Et vu l'algorithme est biaisé, beaucoup d'explications ont prouvé que si l'individu est malheureusement franco-américain, il est forcément coupable.
Donc ça donne vraiment de l'importance pour faire des explications. Et maintenant, quelques motivations pourquoi nous avons choisi un arbre de décision. Tout d'abord, c'est parce que c'est un modèle interprétable, lisible et rapide à exécuter, et sans parler de nombreux domaines d'application, et notamment les applications sensibles, à voir la médecine, la sécurité et la finance. Et il y a deux autres points intéressants pour les arbres de décision, c'est que c'est le premier modèle cible pour distiller des réseaux de neurones. Il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent à expliquer des réseaux de neurones, et comme c'est extrêmement compliqué, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un arbre de décision qui a un comportement similaire au réseau de neurones, et donc, s'il y a un comportement similaire, avec moins de précision évidemment, on explique un réseau de neurones à travers un arbre de décision. Autrement aussi, on utilise un arbre de décision pour construire beaucoup de modèles de machine learning, avoir XGBoost, les random forest et tout. Donc, juste pour spécifier, c'est les premiers travaux qu'on a fait avant les travaux que Steve a présentés. Donc, normalement, par ordre, je devais commencer avant. Mais bon. Les points essentiels du papier. Donc, dans ce papier, nous avons généré des raisons directes, des raisons suffisantes, des raisons minimales, ce qu'on appelle un pouvoir explicatif et les attributs nécessaires et pertinents, plus des explications contrastives. Donc, on génère une seule, on énumère, on a calculé la complexité. Donc, dans le papier, vous allez trouver tout ça en détail. Donc, on va se servir de ce petit exemple pour le reste de la présentation. Donc, c'est un exemple en donnant un arbre T pour séparer les orchidées catalia des autres, tout simplement, pour une instance qui contient 4 attributs, x1, x2, x3, x4. Donc, qu'est-ce que c'est une raison directe? C'est tout simplement ce qui correspond au chemin unique de la racine à la feuilletée. Donc, l'exemple là-dessus, vous voyez que x1, x2, x3, x4, c'est le chemin qui amène directement vers la décision 1. Donc, c'est la raison directe définie par Isa et al. Dans EJKAI 2021. Ils ont appelé ça explication restreinte au chemin. Pour la raison suffisante, comme a dit mon collègue Steve Billard, c'est vraiment une définition qui n'est pas spécifique aux arbres de décision, contrairement à la raison directe. Donc, c'est une définition qui est vraiment fournie pour toute fonction booléenne. C'est tout simplement un impliquant premier. Donc, qu'est-ce que c'est un impliquant premier? C'est un impliquant minimal au sens de couverture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver un autre impliquant qui le couvre. Titre exemple, dans l'exemple que j'ai montré il y a quelques secondes, x1 et x4, c'est vraiment une raison suffisante. On voit clairement que si on a x1 et x4, par exemple, ça suffit pour dire 1. Peu importe ce que vous x2, x3. Donc, une raison suffisante minimale, tout simplement, c'est une raison suffisante de taille minimale qui contient vraiment un nombre minimal de littéraux. Le même exemple, x1 et x4, c'est la raison suffisante minimale dans l'exemple. Donc, on parle maintenant des explications contrastives. Donc, qu'est-ce que c'est une explication contrastive? C'est tout simplement un sous-ensemble de l'instance complète, donc tel que si on enlève, on change de décision. Donc, tout simplement, dans l'exemple, on voit clairement qu'on classe 1, mais par contre, si on enlève x4, on change de décision. Donc, c'est une explication contrastive. C'est pareil pour x1 et x2 si on prend comme explication contrastive x1 et x3. Donc maintenant, on arrive aux explications nécessaires et pertinentes. Donc c'est bien d'avoir des explications, mais par contre, on ne sait pas où... par exemple, pour donner de l'importance aux attributs qui sont dans l'explication, on a défini ce qu'on appelle un attribut nécessaire. Donc qu'est-ce que c'est un attribut nécessaire? C'est tout simplement un attribut qui apparaît dans toutes les explications. Un attribut pertinent, c'est un attribut qui apparaît au moins une seule fois dans une explication. Donc ça montre clairement qu'un attribut nécessaire il est plus important que les autres parce qu'il apparaît dans toutes les explications. Pour fournir une explication globale, on peut se baser sur ça. Et un attribut non pertinent, c'est un attribut qui n'apparaît nulle part. Donc en quelque sorte, il ne sert à rien. Comme exemple, voilà, x4 par exemple, c'est un attribut nécessaire. Pour les attributs relevants, c'est toute l'instance parce qu'au moins un attribut apparaît dans toutes les explications. Maintenant, on parle du pouvoir explicatif.
Donc, on a eu l'idée de définir un indice d'importance pour les attributs. C'est comme type SHAP, LIME et tout. Le pouvoir explicatif, c'est le pourcentage d'apparition d'un attribut dans un type d'explication. Et voilà, donc ça, on voit clairement, c'est un attribut à apparaît tout le temps. Donc, il a un pouvoir explicatif important comme X4. Vu qu'il apparaît dans toutes les explications, c'est logique qu'il est plus important que les autres. Et on a fait quelques expérimentations qu'on n'a pas mis sur le papier. En fait, le pouvoir explicatif que nous avons calculé, il corrèle d'une manière forte avec SHAP surtout. Là, on travaille pour faire une petite preuve théorique pour faire une version étendue du papier. Et donc, c'est vraiment important. Donc maintenant, calculer des explications. C'est bien de calculer des explications, mais est-ce que ça coûte cher? Pour un arbre de décision, contrairement à Random Forest, pas vraiment. Parce que c'est une structure simple en fait. Calculer une raison directe, raison suffisante, explication contrastive, attribut nécessaire et attribut pertinent, on peut faire ça vraiment facilement. Par contre, une raison minimale, c'est un problème un peu difficile. C'est vraiment de temps en temps, on n'arrive même pas à calculer une seule raison minimale. Pour le pouvoir explicatif, à l'aide d'un compteur de modèles, on peut le faire facilement, notamment d'efforts. Donc pour le nombre de raisons suffisantes et de raisons minimales, il est vraiment exponentiel en taille, en T. C'est la même chose pour les forêts aléatoires, vu que les forêts aléatoires sont construites à partir des arbres de décision. Donc, pour ne pas rentrer dans les détails, vous pouvez trouver des preuves théoriques bien détaillées où on montre que vraiment, pour certaines instances et certains arbres, on peut trouver un nombre vraiment exponentiel d'explications. Donc maintenant, nous avons fait quelques expérimentations. C'est le même protocole que mon collègue a présenté, mais c'est juste la seule différence ici, c'est qu'on a utilisé beaucoup de datasets, vu que c'est un peu léger que les Random Forest, 91 datasets. L'algorithme utilisé pour apprendre l'arbre de décision, c'est l'algorithme fourni par Scikit. Par défaut, c'est l'algorithme CART. Contrairement à ce qu'a dit mon collègue, c'est que pour les Random Forest, nous avons utilisé 25 instances, mais là, c'est 100 fois 100, donc c'est ce qui fait 1000. Donc, quelques résultats expérimentaux sur 2 datasets qu'on a pris comme échantillon. Sur Compass, par exemple, on voit que le nombre d'attributs binaires, c'est 46. Donc, quand on calcule une raison suffisante, la taille médiane des explications, on réduit à 6. Pour les raisons minimales, pareil, en taille médiane. Pour les raisons contrastives, c'est 5. C'est déjà important, en fait. On réduit d'une manière considérable. Concernant MNIST, avec une bonne précision quand même, 95, avec 275 d'attributs binaires, on réduit jusqu'à 23 pour la taille des raisons suffisante et minimale en médiane et 4 en contrastive. Par contre, concernant l'énumération, pour Compass, on calcule en taille en médiane 37 explications et 2 en minimale et beaucoup pour les raisons contrastives. MNIST, c'est là le petit souci, c'est que pour les raisons suffisantes, le nombre c'est en milliards. Ok. Maintenant, je vous montre une petite différence quand on calcule des explications complètement différentes. Donc, 2 raisons suffisantes pour la même instance peuvent vraiment différer sur tous les attributs. Là, à gauche, c'est la carte de chaleur de 4. Les 2 au milieu sont 2 raisons suffisantes, mais on voit clairement qu'elles sont complètement différentes. Ça a vu que MNIST 3.8 elle fournit un nombre d'explications en milliards. Donc, on peut vraiment trouver des explications complètement différentes. Donc, pour conclure, on voit clairement que le pouvoir explicatif des arbres de décision va au-delà de la capacité pour générer efficacement des raisons directes. Concernant le calcul, en général, le calcul de toutes les raisons suffisantes est hors portée pour les datasets grosses. Par contre, les raisons contrastives, c'est vraiment traitable. Dans nos prochains travaux, on voit qu'il y a beaucoup de raisons. Donc, pour réduire ça considérablement, là, nous montrons comment faire ça avec des préférences utilisateurs. Parce que de temps en temps, calculer des explications, c'est bien. Mais si on prend un X permité, il a toujours des préférences.
En fait, si on inclut les préférences utilisateurs, si vous voyez, pour Omnist, on arrive à calculer en milliards. Par contre, avec des préférences utilisateurs, on réduit à 2-3. Et pour les petits bench, c'est vraiment une seule. Voilà, c'est la version étendue qu'on va publier prochainement pour une version journal. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Merci pour votre exposé. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur les préférences utilisateurs? Sous quelle forme elles sont exprimées? Est-ce que ce sont des préférences sur les attributs qui doivent intervenir? Donc, pouvez-vous spécifier un peu voilà, le type de contrainte utilisateur? Par exemple, on a un dataset. Donc, si on prend un expert métier en médecine, il sait que cet attribut, il ne veut pas, et c'est à rien. Et c'est à rien. Donc, il ne lui donne pas d'importance par rapport à un autre attribut. Ou par exemple, c'est en finance, on refuse un prêt à quelqu'un parce que son père est mort. Ça arrive de temps en temps. Un algorithme il dit que son père est mort. Donc, un banquier, ce qu'il dit à l'algorithme, il dit « Ok, cet attribut, son père est mort, je ne veux pas. » Donc, c'est sa préférence. Il lance une explication. Généralement, il a une seule raison qui explique pourquoi il a dit oui ou non. C'est à peu près dans ce sens. Bonjour, merci pour cet exposé, c'était très clair. Je voulais revenir sur le pouvoir explicatif d'un attribut que vous avez énoncé tout à l'heure. Et de ce que j'ai compris, c'est que plus un attribut apparaît dans une règle, et plus un attribut apparaît dans des règles, et plus il a un pouvoir explicatif grand. Et donc je me demandais, est-ce que ça risque pas d'être biaisé par des règles qui ne couvrent pas beaucoup d'exemples, c'est-à-dire donner un pouvoir explicatif à un attribut qui est dans beaucoup de règles très spécifiques et qui pourtant, du coup, ne couvre pas beaucoup d'exemples. En fait, c'est là vient parce que nous, on calcule par rapport à un type d'explication. Donc, ce que tu cherches, c'est une explication contrastive ou abductive. Donc, c'est vraiment, si on fait des règles, on dit pourquoi il a classé ça et pourquoi pas. C'est ça, donc on ne peut pas combiner les deux. Oui, mais du coup, en fait, les règles, elles risquent d'avoir différentes couvertures selon le nombre d'exemples qu'elles couvrent. Oui, tout à fait. Et du coup, moi, j'ai pas compris en fait la réponse. J'ai pas bien compris la question. Oui, ok. Donc, si j'essaie d'être plus clair, j'ai compris que vous vouliez parler de la génération des règles, c'est bien ça? Non. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, il y a des règles qui couvrent très peu d'exemples. Par exemple, il y a des règles qui couvrent un exemple, 2 exemples, et d'autres règles qui risquent de couvrir 200 exemples. Et pourtant, il peut y avoir des attributs qui apparaissent dans beaucoup de règles spécifiques, très spécifiques, donc qui couvrent très peu d'exemples. Et pourtant, vous augmentez le pouvoir explicatif de cet attribut qui pourtant, en fait, n'est pas si généralisable, enfin, plutôt général. Oui, je suis d'accord. En fait, en détail, nous, ce qu'on fait, on calcule des explications locales. Donc, on ne regarde pas précisément, justement, le pouvoir explicatif tout seul. Donc, c'est-à-dire, tu as le pouvoir explicatif, ok, c'est un indice d'importance. Tu as ton explication locale et tu as l'explication globale. Donc, en quelque sorte, il faut voir les trois pour décider. Les explications aident juste à comprendre, mais pas forcément faire des règles en global. Une explication globale, en quelque sorte, ça n'existe pas vraiment. Parce que chaque cas est spécifique. Dans le monde réel, je veux dire. Juste pour avoir une idée. Comme Fishap et Lime et tout, ils donnent une importance aux les futures importances de sa équipe. On donne une importance aux attributs. Sinon, biaisé, c'est toujours biaisé. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, ça peut faire. De toute façon, on pourra en reparler. D'accord. Parce que je travaille sur le même sujet. Oh, parfait. Merci. Merci. On a le temps encore pour une question, peut-être? Non, pas d'autre. Il n'y a pas de question d'ici. Je vais juste me permettre une dernière question. C'est sur la variabilité liée aux arbres de décision. Et finalement, même en incluant des préférences, quel est le risque pour l'utilisateur à aussi avoir peut-être plusieurs versions d'explication? Ouais, il y a un risque d'obtenir plusieurs versions d'explication.
évidemment. Mais d'une manière générale, d'après les résultats qu'on a, c'est risqué. Et vraiment peu. Genre, les stats que j'ai fait personnellement, c'est que dans 96% des cas, on a une seule ou deux explications au maximum. Et les deux, si on a deux, elles ne diffèrent pas beaucoup sur un seul attribut, par exemple. Donc, moi, je trouve que c'est des risques intéressants. Mais il y a toujours un risque d'exploser, vu que théoriquement, on peut avoir, même avec des préférences utilisateurs, un nombre exponentiel. Merci bien. On va passer à la présentation suivante. Alors. Oui, pardon. On va passer à la présentation suivante. Donc, c'est Mina Rafla qui va assurer cette présentation sur son papier évaluation de l'uplift sur des données biaisées dans le cas du non-random assignment. Bonjour à tous, je m'appelle Mina, je vous présente aujourd'hui notre article évaluation de l'uplift sur les données biaisées dans le cas du biais NRA. Tout d'abord, j'explique un peu l'introduction sur l'uplift, c'est quoi l'uplift, comment le modéliser, comment l'évaluer. Et puis j'aborde le sujet du biais NRA qui est le sujet de cette étude. Et puis, je commence le protocole expérimental, le benchmark, et à la fin, une solution pour réduire l'effet du biais. En fait, c'est une étude expérimentale du biais qui existe dans les méthodes d'uplift. Donc, tout d'abord, c'est quoi l'uplift? L'uplift, c'est le fait du traitement. Du coup, imaginons un individu que, quand je dis un traitement, ça veut dire, par exemple, dans le domaine du marketing, une campagne publicitaire qui est envoyé au client à travers SMS ou un appel téléphonique. Imaginons un individu qui ne reçoit pas une campagne publicitaire et son taux de prise est équivalent à cet petit espace bleu. Par contre, quand il reçoit le traitement, son taux de prise augmente. Et donc l'uplift, c'est la différence du taux de prise dans chacun avec ou sans traitement. On peut imaginer tout à fait un cas contraire où quand il ne reçoit pas une campagne publicitaire, qui est le traitement, son taux de prise, voilà, c'est le même petit espace bleu. Par contre, quand il reçoit, le taux de prise diminue. Et dans ce cas-là, l'uplift, c'est la différence. Et dans ce cas-là, l'uplift, c'est négatif. C'est quoi le but de la modélisation de l'uplift? C'est estimer le changement de comportement d'un individu à cause ou grâce du traitement. Avant le problème, en fait, le but aussi est d'estimer les sous-populations sur lesquelles il y a le plus d'effets. Mais le problème est qu'on ne peut pas, pour chaque individu, estimer son uplift. Parce qu'on ne peut pas en même temps donner et ne pas donner le traitement au même individu et regarder les différentes sorties. Du coup, cela rend le problème un peu plus difficile d'un apprentissage supervisé parce qu'on ne connaît pas le vrai uplift. Donc, pour faire ça, on a besoin de deux groupes, un groupe de traitement et un groupe de contrôle. Le groupe de traitement, celui qui a reçu le traitement, et le contrôle, c'est le contraire. Ces deux bases constituent notre base de données qui sont fournies à une méthode d'uplift et qui arrivent à estimer l'uplift pour chaque individu. Donc l'uplift essaie d'estimer, l'uplift estimé, c'est équivalent à la probabilité Y c'est la prise par exemple, sachant le traitement, et la différence avec la probabilité d'Y dans le groupe de contrôle. Le groupe de contrôle, c'est quand t égale 0. Donc, juste pour une intuition, quand cette différence est égale à 0, ça veut dire que le traitement n'est pas profitable, il n'ajoute rien.
Si cette différence est plus grande que 0, ça veut dire que c'est mieux de donner le traitement et de cibler ces individus-là qui ont un uplift positif parce que leur probabilité d'achat du produit sera plus grande, et c'est le contraire quand l'uplift est négatif. Donc, juste pour donner une intuition de la façon de la modélisation de l'uplift, la modélisation de l'uplift, il y a plusieurs familles. Une des familles les plus intuitives, c'est le two-model approach, où on estime la probabilité d'Y dans le groupe de traitement et dans le groupe de contrôle séparément. Donc, on a un groupe de traitement, on estime un modèle avec un modèle de classification, la probabilité d'Y dans le groupe de traitement, on a un groupe de contrôle, on estime un autre modèle, et l'uplift estimé de cette méthode, c'est la différence des deux prédictions. Des autres familles, comme le class transformation, je vais introduire brièvement, quand on change la classe Y, et on crée une autre classe qui est Z, voilà, dont la valeur dépend de T et Y, et à la fin, on rend le problème comme un apprentissage supervisé où on peut utiliser un algo de classification ou l'estimation de Z, voilà. Et à la fin, il y a la famille des méthodes directes, où dans ce cas, on estime directement la valeur de l'uplift, où on modifie aussi les algos d'apprentissage supervisé, comme les random forest, les KN, les SVM. Et cette famille de méthodes s'évolue actuellement fortement. Et comment évaluer l'uplift? On évalue, vu que ce n'est pas un problème de classification, où on a vu que ce n'est pas un problème de classification, où on a une cible réelle et une cible prédite, on a un uplift dont la valeur on ne connaît pas, donc on ne peut pas créer une loss function ou comparer les deux pour savoir la qualité du modèle. Par contre, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a la mesure du Gini. Cette mesure, juste pour l'intérêt de la présentation, c'est entre valeur moins 1 et 1, et plus que la valeur du Gini augmente, plus cela veut dire que la performance de modèle d'uplift est plus grande. Et ce sont des références, Ratliff et Suri, si ça vous intéresse. Donc, le sujet de l'article, c'est le biais de NRA. En fait, le biais de NRA, les méthodes d'uplift que je viens d'expliquer, supposent que les groupes de traitement, le groupe de traitement et le groupe de contrôle, sont de la même distribution. Mais, en fait, dans le cas réel, ce n'est pas le cas. Toujours, il y a des différences de distribution entre le groupe de traitement et le groupe de contrôle. Donc, il y a le groupe de traitement maintenant qui a des casquettes à droite et le groupe de contrôle qui a casquette de gauche, voilà, pour montrer qu'il y a une différence de distribution. Et donc, d'une manière formelle, une différence de distribution, c'est la probabilité de x sachant t, qui n'est plus égale à la probabilité de x sachant le contrôle. Et l'objectif de l'article est d'étudier ce biais et de regarder le comportement des méthodes d'uplift quand il y a du biais. Donc, comment étudier les méthodes d'uplift et l'effet du biais sur eux. Et on propose une méthode pour réduire l'effet du biais sur les méthodes. Donc, d'abord, comment étudier le biais? L'idée est de créer un biais en créant des perturbations dans les distributions des bases de données et regarder l'impact sur la performance des méthodes. Donc, comment créer un biais? Il y a quelques requis. Donc, bien sûr, le biais il doit être créé sur des variables, en utilisant des variables qui sont importantes dans la base de données. Parce qu'on peut imaginer bien que si le biais est créé, c'est sur la variable de l'identifiant, ID, donc si on ne crée rien. On veut bien un niveau de biais qu'on peut modifier, qu'on peut régler. Pour changer le niveau de biais, regardez voilà, les différents comportements des méthodes. Et aussi, on crée le biais uniquement dans le groupe de traitement pour imiter l'effet réel, où le biais existe souvent dans le groupe de traitement parce que, à cause des règles législatives ou éthiques, on ne peut pas forcer quelqu'un à recevoir une campagne publicitaire. Et aussi, quand on crée différents niveaux de biais, on veut que les échantillons biaisés soient
tous de la même taille pour ne pas biaiser l'étude. Donc, pour créer un biais, donc supposons qu'on a une variable V qui a 4 valeurs, V1 à V4, on crée deux ensembles, E1 et E2. Donc les individus qui ont une valeur de V égale à V1 vont aller dans l'ensemble 1, et le V1, V4, pardon, et les autres vont aller dans l'ensemble 2. Et on peut créer ça avec plusieurs variables, avec la conjonction de leurs valeurs. Et cette procédure est random, aléatoire. Une deuxième étape, c'est l'étape de la génération du biais elle-même. Après avoir créé deux ensembles, on prend un train et un test, et du train, on crée plusieurs échantillons qui sont biaisés avec un biais graduel. Donc, par exemple, au départ, on a d'une manière équivalente E1 et E2 dans le groupe de traitement et dans le groupe de contrôle. E1 est égal à 50% et E2 c'est 50%. Peu à peu, on commence à biaiser le groupe de traitement. Donc, E1 sera 55, E2 sera 45, et puis 60, 40, voilà, etc. Jusqu'à que le groupe de traitement ne contiendra que E1. Et chaque échantillon va être symbolisé avec le niveau de biais. Donc, B sera égal à 50, correspond que E1 représente 50% de la base, etc., jusqu'à B égale 100. Ayant ces échantillons, on apprend un modèle sur chaque échantillon biaisé et on commence le test. Et à la fin, on fait le test sur la même base de données qui est la base de test, qui est juste là-bas en petit. Et puis, la quatrième étape est d'évaluer les modèles avec la mesure du Kini que je viens d'expliquer. Pas expliquer, introduire, voilà. Et on utilise plusieurs bases de données, plusieurs variables et plusieurs distributions de E1, E2. Donc, on crée différents E1, E2 avec les différentes variables. On a utilisé 8 bases de données de différentes propriétés, différentes tailles, différentes variables, différents taux de réponse, différents taux de probabilité d'Y égale 1. On a utilisé aussi 8 méthodes. On a utilisé le two-model approach avec XGBoost et la régression logistique. On a utilisé le class transformation également avec XGBoost et la régression logistique. On a utilisé 4 méthodes directes qui sont plutôt des méthodes d'arbre, KL, ED, K et CTS. Et on observe les résultats. Par résultat, ce sont des observations du comportement des méthodes. Donc, on peut tout à fait voir qu'il y a différents... Sur l'axe des X, d'abord, c'est le niveau de biais, donc B égale 50 jusqu'à B égale 100. Et sur l'axe désordonné, on a la valeur de Kini. Donc, on peut tout à fait voir qu'en augmentant le niveau de biais, il y a différents comportements. Il y a des méthodes, comme les méthodes qui sont en bleu et en vert, qui sont très résistants au biais, qui sont les méthodes de two-model approach. Par contre, il y a des autres méthodes qui sont moins résistantes au biais. Et il y a des méthodes qui, avec le moindre biais, ils s'effondrent totalement. Comme par exemple, sur le graphique qui est à gauche, il y a les méthodes orange et rouge, qui sont le class transformation, qui s'effondrent fortement avec le moindre biais. Ayant ces observations, on commence à regarder comment résoudre ce problème. Et donc, une solution qu'on a testée, c'est une pondération du groupe de traitement. Donc, l'idée, c'est pondérer les individus dans le groupe de traitement selon leur poids dans le groupe de contrôle. Vu que le groupe de contrôle, c'est le groupe maintenant qui est non biaisé, et le groupe de traitement, c'est le groupe biaisé, donc on essaie de faire ressembler la base biaisée à la base non biaisée. Donc chaque individu va avoir un poids qui est égal à la probabilité de X dans le contrôle sur la probabilité de X, sachant le traitement. C'est une idée prise du domaine d'adaptation de domain adaptation, si on le connaît. Et ces deux probabilités sont estimées avec des Gaussiennes. Voilà, donc on applique cette méthode de pondération. Donc, par exemple, ici, juste pour l'intérêt d'un exemple, s'il y a une population qui est sous-présentée dans le groupe de traitement, elle va être pondérée pour qu'elle soit plus présentée dans le groupe de traitement. Bon. Et après, on applique cette méthode sur le class transformation, le two-model approach, vu qu'il utilise des méthodes d'apprentissage supervisé traditionnelles qui acceptent des points, voilà, dans leur méthode. Maintenant, on regarde l'effet de la pondération. Donc, la méthode qui est en bleu, c'est la méthode de base, sans pondération.
C'est la même qui existait dans le diapo avant, où il y avait les observations, les différents comportements. Et la méthode en orange, c'est la méthode pondérée. Donc, on peut tout à fait observer que, en augmentant le taux de biais, il y a une plus grande résistance au niveau de Kini, par exemple, par la méthode. Donc, il ne s'effondre pas rapidement, comme le cas de la méthode sans pondération. Donc, on peut tout à fait conclure que la pondération affecte positivement la résistance de la méthode class transformation. Ah oui, la méthode class transformation uniquement contre le biais de NRA. Donc, pour conclure, dans cette étude, on a fait un protocole expérimental pour évaluer l'effet du biais, sur les méthodes d'uplift. On a observé plusieurs comportements et on a fait une méthode de pondération. On a utilisé une méthode de pondération pour réduire l'effet du biais. En fait, ce travail peut à plusieurs perspectives, comme en fait, la modélisation de l'uplift, c'est une procédure pleine de biais qui peuvent être étudiés, comme le biais de déploiement et un autre biais qui s'appelle un biais de non-réponse. Et ce travail a rendu compte qu'on a besoin des méthodes plus résistantes aux biais, vu que, surtout dans le domaine du marketing, que la modélisation de l'uplift sont toujours faites avec des bases qui sont très biaisées. Voilà. Merci, et si vous avez des questions. Des questions ? Merci pour cette présentation, Mina. J'ai pas totalement compris ce que tu cherches à faire, parce que tout à l'heure tu as dit que tu voulais comparer avec un ensemble non biaisé. Et comment tu sais qu'il est non biaisé ? En fait, les bases qu'on choisit, on fait attention que le traitement soit indépendant des individus, avec des méthodes statistiques. Et s'il est biaisé, on le redresse avec une méthode qui s'appelle propensity score matching. Donc, on sait que l'échantillon est non biaisé. Et à partir de ça, on commence à biaiser le groupe de traitement. Donc, il y a une méthode qui s'appelle C2ST. En fait, c'est une méthode de statistique qui prend un modèle qui, s'y arrive, en fait, le biais vient de quand le traitement est X, qui sont les individus, sont dépendants. Donc, s'il y a une forte probabilité que les hommes soient dans le groupe de traitement ou le groupe de contrôle, donc il y a une dépendance. Donc, la méthode de C2ST, c'est une méthode qu'on a utilisée, qui est mentionnée dans l'article, qui arrive à faire, qui fait créer un modèle. Et en fait, ce modèle, s'il arrive à séparer X du traitement, ou prédire le traitement pour chaque individu, dans ce cas-là, donc, cette méthode, dans ce cas, donc, la base est biaisée. Mais on a vérifié que les bases sont non biaisées. Voilà. Ok, merci. D'autres questions ? La proposition que tu fais pour contrebalancer ces biais ne peut-être causer un biais supplémentaire d'overfitting? Ok, juste pour m'assurer que j'ai bien compris, ça veut dire que... Quand tu proposes de balancer avec tes poids, oui. Donc tu vas donner plus d'importance à ceux qui sont moins représentés, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'overfitting là-dedans? D'overfitting pour le modèle? Ouais. Je ne vois pas pourquoi on peut avoir un overfitting. D'apprendre quand il y a peu de cas très spécifiques. Ah, ok. En fait, non, parce que le taux de réponse dans les bases sont très peu. Peut-être dans le taux de réponse, la probabilité d'Y est très peu. Et en fait, même si on biaise et on fait diminuer un taux de population dans le groupe de traitement, il existe toujours dans le groupe de contrôle. Donc en fait, dans ce cas-là, le modèle ne va pas pouvoir estimer
vraiment l'uplift, la différence de taux de prise. Et dans ce cas-là, le modèle va faire n'importe quoi. Et on aura de performances moins bonnes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, peut-être c'est pas clair ou je sais pas. Ok, super. Une autre question? Non? Allez, je me permets d'en poser une comme ça. Voilà. Comme c'est une session un peu explicabilité, je me posais la question, le fait de rajouter des poids sur des instances pour contrebalancer le biais, comme tu le fais, ça rajoute une forme de complexité. Et quelqu'un qui calculerait ses uplifts avec ta correction et sans ta correction pourrait être étonné de différences d'observation, c'est-à-dire que les modèles se comportent plus pareil puisque tu corriges. Et est-ce que tu penses qu'on peut utiliser les poids que tu calcules pour fournir une explication du coup à la personne en disant voilà pourquoi votre uplift n'était pas bon avant sur les échantillons que vous utilisiez? Enfin, est-ce qu'on peut les utiliser quoi, enfin, dans cet aspect-là? Je ne sais pas si ma question fait sens, hein, n'hésite pas à le dire. Bon, je ne fais pas de l'explicabilité, donc je ne sais pas trop. Même non. Ok, peut-être vous pouvez reformuler pour que je comprenne. Je peux la formuler pareil. Oui, s'il vous plaît. Non, une deuxième fois, c'est de la pédagogie. Non, ce que je voulais dire, c'est que comme tu corriges et que tu introduis un modèle qui est un peu complexe, d'accord, de correction des biais qui peuvent être inhérents aux échantillons que tu as, peut-être que ça, c'est une information qu'il faut redonner à la personne qui va utiliser cette mesure d'uplift. Est-ce que tu ne calcules pas l'uplift juste pour calculer un uplift le matin en te réveillant? C'est que tu as besoin de cette information pour savoir si un traitement a été accepté, fonctionnel, au sens voilà, d'une certaine qualité. Et peut-être que la personne a besoin de savoir quelle correction il a fallu faire sur l'échantillon, parce que ça peut lui apprendre des choses sur le phénomène qu'elle mesure par le biais de l'uplift. Je ne sais pas. C'est une question un peu réflexive. Hein. Il n'y a peut-être pas de... Dans cette étude... dans cette étude, on sait quelle population est sous-estimée et donc oui, en fait, oui. Donc peut-être je vais reformuler pour m'assurer que j'ai bien compris. Ok. Donc ça veut dire que si on connaît les poids donnés aux individus, on pourra fournir une explication. Ok. Oui. Oui, effectivement, si on connaît les poids, et ce qui est tout à fait faisable, parce qu'on calcule les poids nous-mêmes, on peut savoir quelle population a été donnée un grand poids et quelle population a été donnée un petit poids, et maintenant ce sera sous-représenté. Oui, tout à fait, oui. Ok, merci. Okay. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup. On poursuit avec la dernière présentation. C'est un papier court sur une méthode d'apprentissage par optimisation multicritère pour le rangement de motifs en fouille de données et présenté par Nassim Belmeshri. Alors, bonjour. Est-ce que c'est possible de présenter en anglais, si ça ne vous dérange pas? OK. Well, hello, my name is Nassim Belmeshri. I'm a PhD student at the University of Oran. Okay. Supervised by Yahya Lebar, professor at the University of Oran, and co-supervised by Najib Laza, a doctor at the University of Montpellier. This work is in collaboration with Noureddin Naribi from the University of Oran and Samir Loudni from EMT Atlantique Nantes. So today I would be presenting a new learning method based on multi-criteria method optimization for ranking patterns in data mining. So basically when we say data mining, we talk about finding interesting patterns in transactional data sets. So this would mean patterns such as item sets, association rules, graphs, sequences, and so on. A small example would be the following data set where we have transactions, items, P1, P2, and so on. And usually to find interesting patterns, we would present some sort of a statistical measure. These statistical measures
namely known as objective interestingness measures, have as aim to find interesting patterns in these large data sets. So if we take an example of such a measure, which would be frequency, for instance, if we give it a certain threshold, we will try to find the patterns, in this case, item sets, P1, P2 with a frequency of 3, P1, P3, P1, P3, and P5. Now, in an objective manner, given the data set, we would see that this is very reasonable because given this objective measure, they are interesting because it's based on the structure of the data. However, we usually forget that there's a user in front of this algorithm that we say, or in front of this process. And a user has a set of preferences in his head, so it cannot always be elicited with these measures. So what if we introduce the user into the mining process? Now, for this, in the community of data mining, there is a concept that emerged, which was interactive data mining. So basically, the idea is to put the user in the loop of data mining. And during the mining, we would try and introduce to the user patterns and try to learn using machine learning what is interesting to him. As you can see this humble figure, you could say during the mining process, we would introduce to the user a set of patterns, and given his response, which could be granular, which could be a score of interestingness, or a ranking simply of such subset of patterns, we would try to learn a preference model. Now, this preference model can be then used to try and guide the mining process into extracting interesting patterns. A lot of work has been done in this context, such as the following, where some of the work uses ranking SVMs, others neural networks, and lastly, but not least, stochastic coordinate descent. Now, the aim of this paper is to introduce a novel method which takes into account the user preferences, and it's more like the learning brick of the whole interactive process. Now, we took into consideration a multi-criteria optimization method called AHP. So following this schema, it is a simple concept where AHP is basically an analytical hierarchy process for decision making. So what we would say is, given a goal, given a set of criteria, and given a set of alternatives, can we use these criteria in order to rank or to select alternatives for a given goal, an ultimate goal? And to follow this schema, we have some operational steps which are very easy to understand in order to get to such learning method. So before starting into describing the following AHP, we have some properties given. Okay. So some properties given by the AHP models. So the set of criteria have to be independent, which is basically the case for most of machine learning algorithms when we talk about independent variables. And in the paper of Satie, for optimal results, we usually would like to stay between 5 and 9 criteria. We will see afterwards how this can be tackled and how we can bypass. Why is it that it's between 5 and 9, and how we can move through this. So let me describe real quick the operational steps of AHP. So basically, first we need to define the structure that we saw in the picture. So the goal, the criteria, the alternatives. Next, we would need to build a preference matrix. So this preference matrix is basically to elucidate the preferences between a criteria and the other. So it's a pairwise comparison.
the values given to the preferences of the criteria would be between 1 and 9. And this is leading us towards why the criteria have to be between 5 and 9. And we have to keep in mind that the main goal is to have a weight vector over the criteria that shows the importance of each criteria in the decision process. Now, as you can see that we can solve this eigenvalue equation in order to find the weights, which is a very used method for eliciting weights over matrices. And given the property of AHP, since the maximum value of preference is m, which is 9, and n is the number of criteria, we could see that the maximum weight we can give to a criterion is m divided by m plus n minus 1. So you could see that this hinders the weight preferences when the number of criteria increases. So we could see it as an anti-monotone function where every time we add preferences or criteria, the weight, the maximum weight we can give to a criterion goes down until the only way of keeping balance between criteria is giving it all the same weight. But there are methods to avoid this, where introducing a more hierarchical structure to the AHP, or by increasing the preference intensity M. So now, here's an example of AHP, where given 3 candidates, given these criteria, such as experience, education, charisma, and age, is it possible to choose the correct leader? And we take into account the criterions, we compute them, we have a matrix of preferences, and we choose the right candidate. Now, in data mining, how can we take this concept and adapt it to, take this methodology, and adapt it to the data mining concepts? So we could see as the goal is to rank patterns from the most interesting to the least interesting. The criteria are the objective measures. So basically the measures that were conceived to find interestingness. But these measures have a biased interaction with the data set. So sometimes they could be good in one data set, but they can be bad in another data set. So the idea is to find a sweet spot between the combination of measures and the optimal subjective measure, which is the user. And for that, what we will do is we would use basically the Kendall correlation metric, and what we would have as an output is a linear combination of the measures using the WIs. Here's a small schema to describe the algorithm, which you can find on a paper. So basically, given patterns, measures, we would ask the user to ask a subset of patterns, and we would use each measure to rank these patterns. And then we would compute a correlation using Kendall's W, which plays a huge role in the complexity of the algorithm. We then compare each pair of measures, building the matrix we have seen, and at the end we would compute the weights, giving us the linear combination of the function. I run an example which I don't think I will have time to go through, but given these patterns, some computation which you can find in a paper, this is the preference matrix, where you can see that M5 is the most correlated with the user preferences. Now, the complexity of the algorithm can be linear, since M is less or equal 9, and K is the size of the largest sample. Keep in mind, patterns can be formulated as queries as well as a set of patterns. As we compared our algorithm with ranking SVM, where we took the following case of study. So we took association rules, and we tried to get measures that are independently grouped and use them as the linear combination. Now, the user, in order to simulate the user, we have used chi-square.
because finding users is scarce and simulating a user is hard by itself. So we took a nonlinear function, which is not correlated with the measures we found, and we tried to simulate the user using it, which is also an objective measure. For comparison reasons, we took a ranking SVM, which was the better, according to Zuiba, the better performing algorithm when it comes to ranking. And we compared it on a set of data sets where we have the following results when it comes to a passive learning standpoint. And here we could see that we are competitive, but SVM outperforms us, of course, because it is a very precise algorithm, yet it takes a lot of time to train. When embedding this into an interactive mining process, it could be time consuming, and the users wouldn't have time to actually to waste on the interactive part. Here is the scalability of algorithm compared to ranking SVM. As you can see, when the number of patterns increases, SVM touches a timeout, which we introduced by 1 hour. We try to use our algorithm in an active learning standpoint. Since it is an incremental algorithm, it adapts very well. And as you can see here, we have a time that is equal to 0, and it comes at each step when we learn. We have no time complexity, basically. When it comes to ranking SVM, it takes a lot of time, as you can see. Here's another figure showing at each query, the time consumed during the training, where we are very linear. And, well, this is basically the references of the work, of the papers that I mentioned. And thank you very much for your attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? I have to start? Or okay, thanks for the presentation. I think that we got a very nice result from the computational point of view. I am wondering about the story of the presentation, of the work, because you start from the framework of the interactive pattern mining, to put the human in the loop. You explain in slide 2 or 3. And if I have properly understood, during the process, the user has to rank at each step several patterns, maybe K patterns, and there is n steps for the process. So I am wondering what it can be, how it can be done in practice to put a human to ask at each step to rank and pairwise comparison for this set of patterns and to repeat the process the n times. This is the first question. And the second question is, do you have some results about the convergence of interest of the patterns according to the number of steps that is required to be in the process? Okay. So for the first question, is when you see interactive data mining, you have the mining algorithm, you have the interactive part, which is the human, the user, and you have the learning block. So this work, it represents the learning block. And the idea behind is you can embed it into an active learning standpoint, where at each iteration, you select using a heuristic. It could be randomly, it could be a information retrieval inspired heuristic, and you would present this subset of patterns to a user. And the user can basically rank them according to his interestingness. And we have the hypothesis there is a total order over the pattern. So given his feedback, which is the ranking, we would use it to find which measure correlates the most with this ranking.
And this is the algorithm, basically. So this is just a brick of the interactive process. So the idea is to plug it into an interactive mining process, where the learned function at iteration I is then used to guide the mining. Yeah, but to be able to plug in the whole loop, you need to have a user to be able to rank pairwise. Yeah, exactly. That is maybe the first challenge to. Yeah. Okay. Finding a user is scarce. It's very hard. We are totally aware about that. That's why we try to simulate the process. Okay. Thank you. I'm sorry for the second question. I think I answered them both, but yeah, okay. I don't want to spend a lot of time for the book, but Right. just if you have some result about the convergence of the quality of the patterns that are extracted according to the number of loop. Well, for the stopping criterion, we can consider multiple. We would like to keep it to leave it to the user, so he can stop at whatever point he wants. So basically, a number n iterations of learning processes, we would stop the learning process. So it depends on the user. We would like to leave the criterion, the stopping criterion, to the user. Thank you. Thanks for the talk. Yeah, I have a question regarding the part of uncertainty in capturing the preferences of the users. Okay. So when a user generally intervene and express preferences, sometimes it does mean that he would like to keep these kind of patterns, and sometimes it does mean that he would dismiss these kind of patterns. So how do you approach this kind of problem, or is it on the pipeline for future work? Okay. Well, actually, it is defined on a future work, but at this moment, what I can say is that since the algorithm uses an incremental averaging, so when the user between each iteration says, I don't know, it would basically be averaged or smoothened during the learning process. It would mean we would need multiple learning iterations, but the parts where the user says, I don't know, we hope that it averages throughout the learning. So this is basically why we use in the algorithm a moving average. But it is part of the future work. Malheureusement, le temps est contraint et on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup encore. C'est ainsi que cette session se conclut. J'étais aussi ravi d'avoir tous les orateurs en présentiel, ça fait plaisir.